Chers amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve aujourd'hui pour la 11e capsule de notre programme Un continent dans le monde. Le think tank 1 puissance 55 poursuit sa quête de sens, de valeurs, de repères, d'action et de héros pour une Afrique qui gagne. Surtout une Afrique qui gagne en tant que une. Du Cap au Caire, de Dakar à Mombasa. Aujourd'hui, nous parlons du Mali. Et nous indiquons que ce qui se passe au Mali concerne l'Afrique en général. Nous le disons dans la mesure où l'attitude des Africains interroge. Nous notons certes des soutiens apportés par la jeunesse africaine aux Maliens, mais la classe politique, elle, reste atone. Des personnalités qui ont pris officiellement position en faveur du Mali se comptent sur les doigts de la main. Or, le problème malien est un problème africain général. Alors, si le dirigeant d'un pays africain croise les bras et dit que les Maliens se débrouillent, c'est leur problème, c'est qu'il se trompe. Car le problème malien est un problème de déstabilisation de l'Afrique, un continent qui ne fabrique pas d'armes. Pourtant, des armes circulent en Afrique entre les mains de groupes terroristes et de groupes séparatistes. Qui leur a fourni ces armes? Certainement ceux qui en fabriquent, dans le but de déstabiliser les institutions, de créer un état de confusion dont ils profiteront d'une manière ou d'une autre. L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 est un événement pour l'Afrique. Il y a désormais un avant et un après. Depuis la chute du colonel Kadhafi, l'insécurité s'est accrue dans le Sahel. D'autres pays sont en proie aux conséquences de la déstabilisation de la Libye. Le Togo, le Burkina Faso, le Bénin. Le problème malien nous permet de comprendre le principal modus operandi de la déstabilisation de l'Afrique. Il s'agit pour un gouvernement étranger de créer un problème de sécurité, puis d'imposer une solution. Et quand son armée est déjà sur le terrain, il fait semblant de résoudre le problème. Mais en réalité, il ne veut pas résoudre définitivement le problème. Il veut utiliser ce prétexte pour rester le plus longtemps possible. Mieux, il veut utiliser sa présence sur le terrain pour créer d'autres problèmes qui détermineront qu'il soit incontournable. Pensez à ce que disait Choguel Maïga. Après un temps d'allégresse en 2013, quand les soldats français ont libéré le nord du Mali, tombés sous la coupe de groupes djihadistes, l'intervention s'est muée. Dans un deuxième temps, en une opération de partition de fait du Mali, dans la sanctuarisation d'une partie de notre territoire, où les terroristes ont eu le temps de se réfugier, de se réorganiser pour revenir en force à partir de 2014. Fin de citation. Suivons bien la chronologie. En mars 2011, l'ONU instaure une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye et autorise l'OTAN à intervenir. Après 8 mois de bombardement aérien, le colonel Kadhafi est assassiné. C'est le début de la déstabilisation du Mali. Alors que des groupes armés affluaient au nord du Mali en 2013, le président de l'époque, Dioncounda Traoré, se tourne vers le gouvernement français en vertu des accords de coopération militaire qui lient les deux pays. Dioncounda Traoré demande une aide en matière de survol aérien et d'appui au renseignement. Les autorités françaises, ayant reçu cette lettre, la rejettent, puis demandent à Dioncounda Traoré d'en écrire une deuxième, dans laquelle il doit autoriser l'armée française à opérer au sol. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Dioncounda Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Dos au mur, Dioncounda Traoré écrit cette deuxième lettre. Aujourd'hui, tous les officiels français soutiennent que la France est arrivée au Mali à la demande du gouvernement malien et que les 55 soldats français sont morts pour le Mali. C'est à vous de juger. Toujours est-il que ceci nous rappelle le cas libyen. Les résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU autorisaient une intervention aérienne de l'OTAN en Libye. Mais au final, à quoi a-t-on assisté? À la distribution des armes aux groupes rebelles. Je cite, en avril 2011,
le chef des forces rebelles, le général Abdel Fattah Younes, déclarait dans une interview à la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya que les rebelles avaient reçu des armes de la part de pays non identifiés. Cette affirmation fut corroborée par les déclarations du porte-parole du Conseil de transition. Cela fait maintenant 11 ans que l'OTAN a intervenu en Libye. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. On sait désormais que les motivations de Nicolas Sarkozy n'étaient nullement la démocratie ou la protection de civils libyens. À la faveur de la déclassification des emails de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, l'on a découvert des échanges assidûment entretenus avec un conseiller du nom de Sidney Blumenthal. Je cite, « À en croire le conseiller d'Hillary Clinton, les services secrets français auraient organisé et financé la rébellion contre Muammar Kadhafi. » On a aussi appris que la campagne française aurait eu pour but d'empêcher l'introduction d'une nouvelle devise panafricaine basée sur le dinar or libyen, lui-même appuyé par les réserves secrètes d'or d'une valeur de 7 milliards de dollars. Lorsque les services de renseignement français ont eu vent de ce projet, toujours selon Blumenthal, Sarkozy aurait paniqué. C'est l'un des facteurs qui a influencé sa décision d'engager la France dans une attaque contre la Libye. L'accent est mis dans ces échanges sur le projet de monnaie panafricaine de Kadhafi. L'un des facteurs évoqués par le conseiller de Clinton, le désir de la France d'obtenir une plus grande part du pétrole libyen. Autre motivation, empêcher le dictateur libyen d'utiliser ses vastes réserves d'or pour établir une devise panafricaine et maintenir ainsi la suprématie française dans la région. D'autres sources indiquent le projet de satellite africain qui aurait fait perdre à l'Europe 500 millions de dollars par an. Je cite, « Quand Kadhafi étend son influence régionale au point de financer un satellite de communication africain qui fait perdre à l'Europe 500 millions de dollars par an ou envisage de remplacer le dollar et le franc CFA par un dinar or, il va trop loin, entre guillemets, aux yeux des Français. » Fin de citation. On comprend dès lors que ce qui arrive au Mali aujourd'hui est exactement ce qui est arrivé en Libye. Ça relève d'un projet intelligent qui se construit sur les fondations d'une tricherie cognitive. Cette tricherie cognitive consiste à subsumer que les uns et les autres ne savent pas ce qui est bien pour eux. Raison pour laquelle il faut prendre des décisions à leur place ou les pousser à demander autre chose que ce qu'ils veulent. Ainsi, on prétend poser des actes pour les protéger. Dans un cas, on finance une rébellion et puis on intervient pour empêcher le colonel de tuer sa population, entre guillemets. Et dans l'autre, il faut utiliser la pression terroriste pour obtenir autre chose que ce que veulent les Maliens. Les Maliens veulent une intervention aérienne. Les autorités françaises exigent une demande d'intervention au sol qui va permettre à la France d'avoir prise sur le territoire malien et de mettre en œuvre son propre projet. Cela peut arriver demain au Cameroun, au Gabon, au Congo et j'en passe. D'ailleurs, cela arrive déjà au Burkina Faso, au Bénin, au Togo. Voilà pourquoi il faut exprimer notre solidarité avec les Maliens. Ils subissent aujourd'hui la conséquence d'une déstabilisation qui remonte à 2011. Nous parlions des emails d'Hillary Clinton. Souvenez-vous aussi du rapport de la Commission des Affaires étrangères du Royaume-Uni, publié le 14 septembre 2016. Les parlementaires y regrettaient d'avoir pris part à la campagne libyenne sans disposer de toutes les informations. Je cite un extrait du rapport. « La stratégie du Royaume-Uni fut fondée sur des postulats erronés et sur une analyse partielle des preuves. » Les auteurs de ce rapport indiquent, je cite, « Le gouvernement n'a pas pu vérifier la menace réelle que le régime Kadhafi faisait peser sur les civils. » Fin de citation. Difficile de savoir l'importance du stock d'armes que les puissances étrangères ont introduit en Afrique depuis 2011. Nul doute qu'il est important. D'ailleurs, le nombre de djihadistes a cru de façon exponentielle avec l'arrivée de la France au Sahel. Cela signifie qu'il faudra du temps pour désarmer les groupes rebelles et les irrédentistes. Raison pour laquelle il faut que les États agissent de façon globale. Les frontières entre les pays africains sont poreuses. Les armes circulent aisément et nourrissent la criminalité et les projets d'irrédentisme. Les pays africains épargnés aujourd'hui pourraient faire l'objet d'attentats meurtriers demain, quand les conditions de la gouvernance changeront. Ces armes qui circulent entre les mains des fous de Dieu et des criminels constituent une menace sérieuse pour la souveraineté et l'intégrité de l'Afrique. Il suffit qu'un dirigeant ne soit pas apprécié par certaines puissances pour que celles-ci actionnent leur collusion avec ces groupes de la mort. Et hop,
le processus de déstabilisation locale commence. Si nous remontons l'histoire, c'est pour indiquer que ce qui se passe au Mali doit être pris de façon diachronique et non de façon synchronique. Si nous nous arrêtons à la passe d'armes et à la guerre cognitive que se livrent aujourd'hui les autorités françaises et le gouvernement malien, nous bâtirons un jugement personnel absolument faux et nécessairement injuste. Il faut voir le problème malien comme une première tentative de rupture du cercle vicieux qui s'est refermé sur le continent en 2011. La dénonciation avec effet immédiat de l'accord des 7 et 8 mars 2013 met un terme à la dialectique problème-solution, solution-problème. Dans son rapport avec l'Afrique, le gouvernement français aime les situations verticales dans lesquelles il donne des injonctions, multiplie des leçons de démocratie, de liberté, apporte la civilisation entre guillemets. La rupture du cercle vicieux, solution-problème, problème-solution par le gouvernement malien a instauré le parallélisme des formes dans la relation France-Mali. Donc, quand l'Élysée fait savoir au nouveau pouvoir malien par la voix de son ministre des Armées, Florence Parly, qu'elle ne cohabiterait pas avec des mercenaires entre guillemets, le Mali répond qu'après avoir été abandonné en plein vol par l'allié français, il s'est senti libre et a dû se tourner vers d'autres partenaires. Pensez aussi à l'interdiction des médias français et à la levée des boucliers qui en a résulté. C'est à se demander, pourquoi ce qui vaut pour la France ne peut-il pas valoir pour le Mali? Si la France peut interdire Russia Today et Sputnik, pourquoi le Mali ne peut-il pas interdire France 24 et RFI? Au nom de quoi la France peut-elle choisir ses partenaires? Au nom de quoi le Mali n'a pas le droit de choisir ses partenaires? Le renvoi des diplomates est prévu dans des usages diplomatiques. Tout se passe comme si certains pays jouissent du monopole de renvoyer des ambassadeurs quand ils le veulent et d'autres non. Il faudrait que les Maliens réussissent parce que depuis 2011, ils sont les premiers à s'en prendre à ce cercle vicieux de problème-solution, solution-problème. S'ils ne réussissent pas, alors le message qui sera envoyé au reste de l'Afrique sera le suivant. Il ne faut surtout pas oser. Toute témérité est inutile et fatale. Pour terminer, j'aimerais souligner deux idées majeures en rapport avec le problème malien. La première, c'est la nature de la solidarité que nous exprimons aux Maliens au sein de notre think tank 1 puissance 55. Nous soutenons les dirigeants maliens tant qu'ils se battent pour la libération du Mali. L'intégrité du territoire malien. Si les dirigeants maliens se distinguent par une quelconque dérive que ce soit et s'écartent de ce but, alors nous leur retirerons notre soutien. La deuxième idée se rapporte aux divergences africaines face au problème malien. Nous observons que les Africains ne s'accordent pas absolument sur la façon dont les dirigeants maliens s'y prennent. Ce que nous disons à ce sujet est assez simple. Nous pouvons avoir des divergences sur les méthodes, mais n'oublions pas que l'essentiel est de nous accorder sur le combat. Si nous reconnaissons qu'un problème grave se pose depuis 2011, alors nous devons convenir qu'il faut une solution et des méthodes pour dérouler la solution. Par ailleurs, n'oublions pas que nos préférences en termes de méthodes dépendent principalement de nos tempéraments respectifs. Il va de soi que nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Je ne vois pas la raison pour laquelle un Africain conscient de ce qui se passe actuellement au Mali et de ce qui s'est passé en Libye en 2011 devrait s'en prendre à Choguel Maïga en disant qu'il est un populiste. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'appeler Assimi Goïta un putschiste. Nos adversaires s'en occupent déjà et le font très bien d'ailleurs. Ici, je pose une question. Pourquoi les Africains au tempérament politiquement correct, veste-cravate, super intelligent, bac plus 15, bien poli, qui tournent la langue dans la bouche 7 fois avant de parler, pourquoi donc ne font-ils pas le job, prendre le devant du combat? Eh bien, parce que ce n'est pas leur truc. Ils sont bons pour autre chose. Alors, permettons que les tempéraments bouillonnants, les aventuriers, les audacieux fassent le job. Que chaque Africain utilise ses capacités, ses compétences au mieux de son tempérament pour aider à trouver une solution aux problèmes sécuritaires en Afrique. Ce qui a été fait en 2011, à savoir l'introduction des armes entre les mains de groupes criminels, les irrédentistes et les fous de Dieu, constitue une vraie menace pour notre continent. Nous sommes tous ciblés. Que chacun fasse ce qu'il peut. Une vidéo, une conférence, une pétition, un hashtag, un article. Je dirais mieux, il est souhaitable que les Africains s'associent pour que leurs réflexions soient plus consistantes et que leurs actions aient une plus grande portée. Mes chers amis, je vous remercie d'être restés avec nous.
pour partager cette solidarité que nous exprimons à l'endroit des Maliens. Si vous croyez en nous, si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous et commentez pour nous inspirer. Surtout partagez le lien de notre chaîne YouTube. C'était Maurice Simodion du Think Tank 1 Puissance Intensive.